tous et on démarre cette nouvelle saison, cette 5e saison en direct avec une édition spéciale. Nous sommes en direct et en public depuis le festival Les Inattendus à Tournai avec un invité exceptionnel, c'est le philosophe et dramaturge et romancier Alain Badiou qui est avec nous en direct jusqu'à 11h. A tout de suite sur la première. Numéro spécial ce matin que nous vous proposons, un grand entretien en public et en direct avec un penseur engagé. Il est philosophe, dramaturge et romancier. C'est Alain Badiou qui est avec nous. Bonjour. Bonjour à vous. Et on va saluer aussi le public qui est venu en nombre pour vous ce matin. C'était comment votre été, cette parenthèse où vous avez tenté de décrocher, de déconnecter, de vous éloigner du brouhaha quotidien pour mieux vous rapprocher de l'essentiel? J'ai appris que vous étiez tombé amoureux, et je me demande, c'était plus qu'un amour de vacances, plus que du désir chargé d'iode et de sable chaud? Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de me répondre, mais dans le fond, c'est quoi l'amour? Qu'est-ce qu'un véritable amour? Qu'est-ce que ça veut dire aimer? Et est-ce que l'amour peut changer le monde? Ces questions, nous allons les explorer. Et l'actualité politique, vous l'avez suivie pendant vos vacances? J'en entends déjà certains ricaner et affirmer que leur histoire d'amour avec la politique est déjà enterrée depuis bien longtemps. Pourtant, ce matin, en plus de faire l'éloge de l'amour, nous allons faire l'éloge de la politique. Mais avant de démarrer, j'aimerais vous remercier pour votre fidélité. Merci d'être avec nous une fois de plus à l'écoute à l'aube de cette 5e saison de votre magazine. C'est une joie d'être là. On dirait presque une histoire d'amour. Alain Badiou, commençons par le commencement. Qu'est-ce que c'est pour vous la politique? Votre définition, Alain Badiou? Écoutez, le problème, c'est qu'il y a deux définitions possibles de la politique. On est obligé presque dès le départ de diviser cette question. Il y a une première conception de la politique qui est au fond assez simple, assez évidente. C'est que la politique, c'est la gestion du pouvoir. C'est-à-dire la question de la conquête du pouvoir et la question de l'action quand on est au pouvoir. Dans ce cas, en réalité, la catégorie centrale de la politique, c'est l'État. Et en fait, compte, on appelle politique, de façon très ordinaire, l'ensemble de ce qui se passe autour de l'État. Ce qui décide, ce qui ne décide pas, son rapport à l'opinion publique, et puis finalement avec cette cérémonie régulière que sont les élections, et dans lesquelles chacun, dans un isoloir, désigne ou est censé désigner. Cérémonie régulière. Cérémonie régulière. Cérémonie régulière, oui, cérémonie régulière, et tout à fait appropriée, en fait, compte à cette première définition de la politique, qui est que le citoyen est convoqué au moment où la question de l'exercice et de l'occupation du pouvoir est en jeu. On lui fait à ce moment-là toute une série de promesses pour départager les candidatures, il se prononce et ensuite il rentre chez lui, et puis l'État se poursuit finalement selon des normes qui sont finalement les siennes. Ça, c'est la première définition de la politique. Il y a une autre définition de la politique qui remonte, elle aussi, à très loin. On peut en voir les origines déjà dans la philosophie grecque ancienne, qui est de prononcer que la catégorie fondamentale de la politique, ce n'est pas le pouvoir, mais c'est la justice. C'est-à-dire que la politique, ce serait l'ensemble des efforts constitués, quelle que soit leur forme, quelle que soit leur destination, sous l'idée de que peut être une collectivité réglée par la justice. Et à ce moment-là, évidemment, la politique va se définir, non pas tant par les activités qui sont autour de l'État, elle va les englober, mais elle ne va pas se définir à partir de là, elle va se définir à partir de ce que n'importe qui peut penser et faire, s'associant avec les autres pour le faire, afin que son idée, l'idée qu'il se fait de la justice, puisse prévaloir. Et la politique et la justice, c'est compatible? À mon sens, je dirais même que, à mes yeux, la politique réduite à la question du pouvoir, je ne l'appellerai pas politique pour ma part, je l'appellerai une gestion, la gestion de l'État. Voilà. La politique proprement dite, celle qui relève à la fois de la pensée, du sentiment, de l'action, de l'engagement, elle est nécessairement sous une certaine idée qui est, pour moi, principalement l'idée de la justice. C'est ça que j'appellerais politique. C'est de cette politique-là que je fais l'éloge. C'est pour ça que j'étais obligé de commencer par cette division. Et la politique sans pouvoir, elle existe? La politique sans pouvoir? Ben, la politique sans pouvoir existe nécessairement, puisque si vous considérez que la société doit être globalement transformée pour que la justice s'y établisse vraiment,
vous allez pendant une longue période le faire sans disposer du pouvoir d'État, naturellement. Et la lutte pour le pouvoir d'État va être, en un certain sens, quelque chose de très important, mais quelque chose qui n'est pas non plus l'objectif immédiat. L'objectif véritable, c'est toujours l'objectif d'établir dans la société une figure de justice. Et aujourd'hui, je dirais, le concept clé de la justice, c'est l'égalité. Et ce modèle politique, vous le voyez aujourd'hui, un modèle qui correspond à votre définition de la politique? Vous savez, la question du modèle est une question très généralement suspecte, hein, parce que finalement, un modèle, c'est toujours une idée propagandiste. On se propose comme le modèle. Ce n'est pas au regard d'un modèle que la mobilisation politique doit se faire, mais au regard d'une idée partagée. Cette idée partagée, on peut dire telle ou telle expérience nous semble quand même la présenter ou la représenter. Aujourd'hui, ce que je pense, c'est que dans le monde, l'idée de justice est partagée plutôt par des groupes assez restreints qui s'efforcent de créer ce qu'on pourrait appeler des pôles de justice ici ou là, et il n'y en a certainement pas de modèle étatique constitué. Mais aujourd'hui, alors quelles seraient ces expériences, quand je dis aujourd'hui ou peut-être même hier, qui ont fonctionné? Les expériences qui ont fonctionné ou qui fonctionnent aujourd'hui sont des expériences qui mobilisent la collectivité ou un fragment de la collectivité autour d'un objectif qui se justifie directement en termes de justice et par conséquent d'égalité. Donc c'est quelque chose qui va travailler sur les différences au départ, naturellement. Alors, ça peut être les différences entre les hommes et les femmes, ça peut être les différences entre les étrangers et les natifs, ça peut être la différence entre les délaissés, les démunis et ceux qui possèdent. Voilà. Toutes ces différences vont être travaillées politiquement par des groupes qui vont s'occuper spécifiquement de réduire ces inégalités et de proposer à tout le monde de participer à cette réduction. C'est ce que font nos gouvernements aujourd'hui en Europe, Alain Badiou? C'est pas ce qui les soucie principalement. Ça, c'est certain. En toute justice, je ne vois pas que ce soit leur souci fondamental. On sait très bien qu'en réalité, aujourd'hui, les gouvernements sont pris dans ce qu'on peut appeler une situation mondiale systématique. La situation mondiale systématique, tout le monde le sait, c'est la domination de l'organisation des rapports économiques et par conséquent des rapports sociaux, en fin de compte, par un capitalisme global, un capitalisme aujourd'hui dominant à l'échelle mondiale, qui est une forme d'organisation extraordinairement et structurellement injuste. Il faut quand même savoir qu'il existe, si on prend les choses à l'échelle du monde, il ne faut pas avoir une lunette trop étroite, hein, mais si on prend les choses à l'échelle du monde, il existe dans ce monde aujourd'hui des inégalités d'une violence inconnue dans l'histoire, même à l'époque des monarchies absolues. On sait aujourd'hui qu'une centaine de personnes possèdent autant que 2 milliards d'autres. Et donc on a une concentration des richesses tout à fait stupéfiante. Nous sommes dans un pays en partie protégé des excès les plus violents de cette inégalité, mais si on pense à la justice, il faut la penser à l'échelle générale, et à ce moment-là, on verra bien que nos États, qui sont tous pris dans le jeu de cette structuration absolument inégalitaire, font ce qu'ils peuvent pour tenir leur place dans ce régime de l'inégalité. Et finalement, en Europe, on voit bien que les gouvernements essaient désespérément de protéger, comme ils le peuvent, la situation inégalitaire qui est la leur. La situation inégalitaire un peu protégée qui est la leur et qui en vérité est la nôtre. C'est leur souci principal, d'où le fait que, en réalité, la politique, si on regarde bien, est ramenée à l'économie. C'est-à-dire que la gestion de l'économie est en réalité la tâche politique qui s'est substituée à s'occuper de la justice. Alors, on le voit bien parce que, y compris dans le protocole électoral, les candidats sont toujours obligés de faire quelques propositions qu'ils peuvent présenter comme justes. Ils ne peuvent pas quand même arriver en disant voilà, nous allons gouverner avec la férocité nécessaire l'économie dans le régime concurrentiel et capitaliste. Par conséquent, nous vous promettons ceci ou cela, voilà, on va augmenter ceci, on va...
quand ils sont au pouvoir, en général, disent non, il faut tout diminuer plutôt qu'augmenter. Il faut faire des plans d'austérité, il faut, etc. Et c'est simplement le passage d'une promesse qui essaie d'être éclairée par une idée de la justice à une gestion qui essaie surtout de survivre dans la compétition économique. Alors pour vous, il y a deux voies, deux chemins sur le chemin de la politique. D'un côté, vous venez de l'évoquer, la voie, disons, libérale, capitaliste, et puis ce que vous appelez l'hypothèse communiste. Oui, Le communisme, voilà le mot qui est prononcé, le mot qui est lâché, un mot qui fait réagir, sursauter, qui effraie, notamment parce qu'il est relié à de terribles faits, vous le savez, à des crimes, à des morts. Mais vous dites qu'il faut absolument continuer à utiliser ce mot communisme. Pourquoi, Alain Badiou? Parce que je pense que si on considère qu'en définitive l'espace politique est structuré par deux orientations subjectives, des orientations de pensée relatives à la justice, il faut tout de même en venir au centre des choses. L'origine dans nos sociétés de l'inégalité, c'est le régime de l'appropriation privée des richesses. Ça, c'est quelque chose qui définit une époque historique extrêmement longue. Déjà Rousseau disait, le premier qui a enclos un champ et qui a dit « ceci est à moi », a perdu l'humanité. Donc il a été repéré depuis longtemps que les sociétés, qu'on peut appeler, que j'aime appeler les sociétés néolithiques, pour leur donner un peu leur âge, ça dure depuis 4 ou 5 000 ans cette affaire, c'est pas depuis hier. Hein. Depuis 4 ou 5 000 ans, les sociétés sont organisées autour de l'inégalité par le fait que certains ont le droit de s'approprier de façon entièrement privative des richesses, y compris des richesses appartenant au bien commun, y compris des richesses appartenant à l'organisation de la santé, l'organisation scolaire, tout ce que vous voulez, et saisies par la propriété privée. Cette propriété privée se transmet héréditairement, il y a donc des héritiers, des gens qui ne sont pas des héritiers, ça c'est la question quand même de la fonction de la famille dans cette affaire, et au bout du compte, il y a l'État qui, en tant qu'autorité, protège ce système dans son ensemble. Il garantit la propriété, sa sécurité, etc. Donc appelons néolithique, pour faire court, toutes les sociétés qui sont fondées sur le triplet propriété privée, famille, État, hein, et voyons comment cette histoire a des étapes, mais qui sont des étapes internes. Vous avez des appropriations de type féodal, où c'est la propriété de la terre qui est déterminante. Vous avez des figures modernes, capitalistes, où c'est la propriété des moyens de production, la propriété des actions des sociétés qui déterminent les inégalités fondamentales de richesse. Dans tous les cas, c'est la même chose, le même système. Et la question de la justice aujourd'hui, c'est de s'en prendre à cela. Donc, avec le communisme? Attends une seconde, j'y viens. Je suis impatient, Alain Badiou, je suis impatient. Comme vous avez dit que le mot était maudit, j'y viens doucement, évidemment. Voilà. Et en tout cas, de sortir de ça. Sortir de ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire penser et se représenter une organisation de la société qui ne repose plus sur le triplet de la propriété privée, de la transmission héréditaire des biens et de l'État qui protège tout ça. Alors, on a, au XIXe siècle, pris conscience de ce point, et pour la première fois, avec Marx et avec d'autres, avec aussi Bakounine, à certains égards Proudhon, etc., on a proposé de définir une autre orientation. Alors je l'appellerais volontiers une orientation de sortie du néolithique. Pas simplement de sortir comme ça de ce qui se passe aujourd'hui. Ou d'entrer dans le communisme. Voilà. Et alors on a appelé ça communisme à cette époque. Voilà. On a appelé ça communisme. Après, il y a eu des expériences historiques qui ont repris ce mot. Ces expériences, en réalité, ont avorté, ont échoué. Et elles ont échoué pour une raison que je crois fondamentale. C'est qu'en réalité, elles ont maintenu le fétichisme du pouvoir. Elles ont maintenu l'État comme catégorie centrale de la politique. Et en fait, on s'est mis à parler d'État communiste, alors qu'État communiste, c'est un paradoxe. Ça ne peut pas fonctionner ensemble. Eh bien, normalement, non. Normalement, Marx lui-même a dit un objectif du communisme, c'est le dépérissement de l'État. Et c'est normal. S'il s'agit de sortir de l'agencement propriété privée, famille, État,
ne peut pas commencer à dire on va renforcer l'État, on va faire un État extrêmement musclé, autoritaire et violent, et avec ça on va sortir on va produire de la justice. Ça signifie que sans ce rapprochement entre État et communisme, il n'y aurait pas eu autant de morts? Ah ben ça c'est absolument certain. Ce qu'on appelle les crimes du communisme ont été des crimes étatiques. C'est-à-dire ça a été l'idée de forcer les impasses, les barrages, etc., en réalité par l'autorité persécutoire de l'État. Et donc il faut prendre le bilan de tout ça et prendre conscience que l'hypothèse communiste, en tant qu'hypothèse de sortie générale d'un monde qui nous domine depuis 4 ou 5 000 ans, et dont le cœur est l'acceptation absolue de l'inégalité et de la concurrence entre ces inégalités, que pour sortir de cela, on ne peut pas faire confiance au simple pouvoir d'État. Et par conséquent, la prise du pouvoir d'État n'est pas du tout l'alpha et l'oméga de cette affaire. Peut-être est-elle indispensable, peut-être doit-elle avoir lieu, mais elle n'est pas le fond de l'affaire. Nous le savons maintenant, à cause des expériences de... Par conséquent, ce qu'il faut d'abord constituer, c'est une conscience collective sur ce point. C'est-à-dire un partage effectif de l'hypothèse communiste dans des activités pratiques de justice à l'échelle où chacun peut réaliser les hypothèses. Et ce partage, il existe aujourd'hui? Il existera si on le fait exister. Donc il n'existe pas. Oui, mais ça, vous savez, ça... Lorsqu'il s'agit d'une hypothèse, la question de son existence est une question historique qui ne doit pas être posée comme un préalable. Si vous avez une orientation et que vous trouvez cette orientation juste, eh bien, vous ne pouvez pas cesser de la considérer comme juste parce qu'elle est historiquement faible. En vérité, tout ce qui commence dans la faiblesse. Inévitablement, et c'est particulièrement vrai en politique, tout ce qui commence doit accepter un temps de faiblesse. Quand Marx a écrit le manifeste du Parti communiste, il n'y avait pas de Parti communiste en réalité. Hein. Il y avait Marx, Engels et quelques autres, une toute petite troupe. Hein. Et s'ils avaient fait le raisonnement, ben, ça n'existe pas encore, alors rentrons chez nous, on n'aurait pas eu ce qu'on a dans cet héritage. Nous sommes dans une position de recommencement. Voilà la vérité. Il y a eu un premier cycle de l'hypothèse communiste. Ce cycle s'est achevé. Nous devons faire notre propre bilan de cet achèvement et nous devons recommencer. Ceux qui essaient de nous persuader que l'échec antérieur nous oblige à abandonner l'hypothèse sont en vérité les partisans du néolithique. Mais ce recommencement, il recommence comment politiquement? Avec des partis menés par Mélenchon ou avec le PTB en Belgique? Ça fait partie de l'hypothèse communiste, oui, non? Ben, moi je considère que fait partie de l'hypothèse communiste des gens qui acceptent de dire qu'ils font partie de l'hypothèse communiste, tout de même c'est le minimum. Mais c'est pas suffisant. Je prête une oreille attentive au discours de Mélenchon, non seulement je ne l'ai jamais entendu prononcer ce mot, je le comprends, bon, effectivement, s'il veut faire carrière, c'est pas un mot porteur aujourd'hui, mais je ne l'ai pas non plus entendu mettre en avant aucune des idées constitutives du communisme. Je voudrais quand même là, ici, rappeler un peu ce que c'est, hein, parce que je crois qu'il y a dans le communisme 4 idées fondamentales, et non pas une seule. Hein. Il y a 4 idées fondamentales, et il faut quand même les propager. La première idée, c'est qu'il est possible d'organiser la production économique et par conséquent la société sur des bases qui ne soient pas celles de la propriété privée. Ça, c'est évidemment un point clé. Donc, on sort du néolithique sur ce point de façon décisive et il faut par conséquent organiser la production dans des modalités collectivisées. C'est le premier point, mais ce n'est pas du tout le seul. Le deuxième, c'est qu'on doit remanier de manière essentielle l'organisation actuelle de la division du travail. Et en particulier des oppositions, qui sont des oppositions déjà inégalitaires, entre tâches de direction et tâches d'exécution, entre travail manuel et travail intellectuel, etc. Tout ceci, toutes ces différences qui travaillent très profondément les sociétés, doivent être progressivement réduites, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que les identités
de type national, racial, sexuel, etc., ne doivent pas avoir cours dans la vision politique qu'on se fait du monde, parce qu'elles réintroduisent elles-mêmes des inégalités structurelles. Donc c'est ce qu'on peut appeler la fin des grandes différences, la différence entre les villes et les campagnes, la différence entre les hommes et les femmes, la différence entre les tâches d'exécution et les tâches de réalisation, etc. C'est le troisième. Et un autre point, c'est évidemment l'internationalisme effectif. Il y a les catégories de type le racialisme, le nationalisme échevelé, etc. C'est quelque chose qui doit aussi disparaître. Et le dernier point, c'est qu'à travers tout ça, progressivement, l'État lui-même, l'État comme autorité séparée, militarisée, policière, doit petit à petit être remplacé par un système complexe de réunions et d'assemblées collectives. Ça, c'est l'ensemble du programme. Hein. C'est l'ensemble de ce qui définit le cadre général de la voie communiste comme telle. Et la politique, à ce moment-là, c'est nécessairement, sous une forme ou sous une autre, locale, importante, nationale, ça c'est l'histoire qui décidera, entre cette voie et la forme moderne de la voie qui a 4000 ans, qui est le capitalisme global. Et au milieu, il n'y a rien. Les sociodémocrates, les socialistes, ça n'existe pas, Alain Badiou? Tout existe. Tout existe. Il existe même des... Et au-delà de l'ironie? Mais au-delà de l'ironie, moi je mesure les choses... Je vous accuserais de tenter de me ramener par la force à l'autre définition de la politique, n'est-ce pas? Comment grappiller quelques pouvoirs dans l'État, comme ça. Hein? Alors, les partis politiques, moi je les juge sur ce qu'ils disent et sur ce qu'ils pensent, et pas sur leur fait qu'ils sont dans la compétition électorale ou autre dans l'arène. C'est un autre point. Mais donc les partis de gauche, vous les rangez du côté des capitalistes, c'est ça? Si, tant qu'ils ne m'ont pas donné des preuves contraires... Et à ce jour, ils ne vous en donnent aucune. C'est une question factuelle. C'est une question factuelle tout de même. Nous, en France, nous avons eu une expérience décisive. Nous avons eu un gouvernement qui s'est proposé avec quelques éléments, je reconnais, programmatiques, qui appartenaient à la voie que je viens de décrire. C'est le moment de l'élection de Mitterrand en 81. Mitterrand était allié avec le Parti communiste, tout ce qui en restait à l'époque. Maintenant, il ne reste plus grand-chose. Et il avait un programme qui, au fond, pouvait être considéré, non pas du tout dans sa totalité, parce que ça restait tout de même très timoré à beaucoup d'égards, mais enfin, il y avait des nationalisations très importantes. Il y avait la nationalisation pratiquement entière du crédit, par exemple, et il y avait donc des thèmes qui appartiennent à la tradition socialiste et communiste. Et puis, au bout de 2 ans, c'était fini. Au bout de 2 ans, c'était fini. Au bout de 2 ans, les gouvernements socialistes ont commencé à dire « c'est maintenant l'époque de la rigueur ». Il faut devenir rigoureux. Devenir rigoureux, c'est toujours, ça veut simplement dire qu'on vous ramène aux lois du capitalisme dominant et de la compétition mondiale. C'est tout ce que ça veut dire. Et c'est depuis, il y a eu des gouvernements qui n'étaient pas socialistes, il y a eu des gouvernements qui étaient socialistes. La différence entre les deux tendait vers epsilon. En un mot, dernière question pour cette première partie. Si on veut contribuer à faire vivre cette hypothèse communiste, à ce qu'elle devienne une réalité, il faut commencer par faire quoi très concrètement aux citoyens, en un mot? Il faut commencer par repérer l'injustice qui vous frappe le plus, ouais, et vous occuper à la fois intellectuellement de la situer dans un repère général et pratiquement d'entreprendre, de chercher les moyens effectifs de la réduire. Et il y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui font ça, j'en connais. Il y a des gens qui font ça sur la question de la masse de prolétaires nomades qui circulent à la surface de la Terre et qu'on appelle les migrants. Et il y en a qui font ça sur des questions plus particulières. Il y en a qui font ça en cherchant une nouvelle procédure dans le champ de l'éducation, parce que la question de l'école est évidemment essentielle dans cette affaire. Et il y a des gens qui font tout ça. Je suis convaincu qu'un jour ou l'autre, tout ça cristallisera et donnera quelque chose. Parce que moi, je vais vous dire quelque chose. Ouais. Si on ne sort pas du néolithique et du capitalisme, donc, du capitalisme globalisé, oui, mais nous aurons la guerre. Nous aurons la guerre. Il faut quand même savoir que tout le monde la prépare.
que si on regarde bien, on suit que tout le monde est en train de se doter d'armes plus sophistiquées, de fusées capables de transpercer toutes les défenses, que les conflits localisés, comme en Syrie ou ailleurs, sont de plus en plus complexes, que les grandes puissances commencent à intervenir dans ces conflits, que cette situation, je regrette, rappelle celle qui existait dans l'Europe triomphale et extraordinairement puissante des années qui ont précédé la guerre de 14. Comme promis, nous allons maintenant embrasser un grand thème, l'amour. L'amour qui prend tellement de place dans nos vies, dans les livres, dans les chansons et bien sûr au cinéma. Alain Badiou, vous avez publié ce petit essai consacré à l'amour, c'était il y a quelques mois, quelques années même déjà. Ça s'intitule « Éloge de l'amour ». Vous écrivez ceci. « Le philosophe doit assumer que la pensée n'est jamais séparable des violentes péripéties de l'amour. Défendre l'amour est une tâche philosophique. Et vous citez Platon, qui ne commence pas par l'amour ne saura jamais ce qu'est la philosophie. Comment est-ce que l'amour intervient dans le champ philosophique, Alain Badiou? Bien, l'amour intervient sur une question capitale, qui est la relation à l'autre. Et en réalité, parmi les grandes questions de la philosophie, il y a la question du sujet, la question de la subjectivité, la question de ce qui compose au fond la personnalité ou l'identité subjective. Et dès le début, avec Platon en effet, la philosophie a constaté que de toutes les expériences dans lesquelles la subjectivité est confrontée à une sorte de dépendance de l'altérité, c'est-à-dire le moment où l'identité est confrontée de façon inéluctable et extraordinairement forte à l'altérité, c'est évidemment l'amour. Dans l'amour, d'une certaine manière, il y a toujours une sorte d'acceptation de la présence de l'autre en son entier, dans l'ensemble de ses dimensions, à l'intérieur de votre propre vie. Donc la construction de la subjectivité se trouve confrontée de façon permanente, en quelque sorte, à la relation à l'autre. On peut donc dire que l'amour, c'est une expérience limitée, du point de vue de la collectivité, limitée, mais absolument essentielle de la dépendance de la construction subjective au regard de l'altérité et de l'expérience de cette altérité comme expérience centrale. Et vous dites qu'aujourd'hui, l'amour est menacé. Il est menacé par qui, par quoi, Alain Badiou? Il est menacé par l'individualisme que nos sociétés exigent et qui font que, en vérité, le moteur principal de l'identité subjective dans nos sociétés, c'est l'intérêt. On le dit d'ailleurs, c'est avoué. Le sujet, c'est celui qui est intéressé à un certain nombre de choses. Et évidemment, cette restriction du sujet à ses propres intérêts et à sa satisfaction propre, à la satisfaction de ses intérêts, fait que l'amour serait sous la condition de vérifier d'abord qu'il va bien dans le sens de vos intérêts. Alors ça, c'est les sites de rencontres. Vous les fréquentez? Vous connaissez un peu les applications comme Tinder aujourd'hui? Le philosophe doit tout connaître. Ah. Voilà une révélation directe sur votre première. Il ne doit surtout pas reculer devant la connaissance du pire. Évidemment, non. Soyons raisonnables, hein, pour une fois. Soyons raisonnables. On n'est jamais raisonnable en amour. En amour, non, mais... En philosophie, oui. Oui, en philosophie, on essaie de l'être, en tout cas. Et qu'il y ait des organisations de la rencontre est une vieille histoire. Hein. Dans ma jeunesse, les familles même organisaient des surprises parties pour être sûrs que quand même leur fille ou leur jeune gars fassent des rencontres. Hein. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y avait les petites annonces du chasseur français en France, qui étaient déjà d'un endroit où on trouvait... là. Donc je ne vais pas en accuser le monde contemporain au sens strict, mais petit à petit, ça prend une tournure tout à fait manifeste, qui est que vous allez trouver sur catalogue le produit qui vous convient. Et comment se fait cette convenance? Elle se fait par similarité des désirs. C'est-à-dire, vous allez trouver par des formules que certains sites de rencontres déclarent maintenant quasiment mathématiques. Donc vous allez pouvoir déduire le produit qui vous convient sur la scène de l'amour.
Or, je pense... Il vaut mieux aller vers la différence? Mais je pense qu'il vaut surtout mieux ne pas procéder ainsi, c'est-à-dire ne pas avoir un calcul préliminaire sur la qualité du produit. Il faut faire comment alors, Alain Badiou? Eh bien, je pense qu'il faut se fier à la rencontre. Voilà. Je pense qu'un amour, c'est d'abord une rencontre. Et cette rencontre, ça, les poètes, les musiciens l'ont toujours bien compris, cette rencontre est d'autant plus saisissante qu'elle contient au contraire une forte dose d'altérité. Et tous les drames amoureux qui ont fait l'histoire, Roméo et Juliette, etc., sont des drames de la traversée d'une différence qui ne devait pas être traversée par l'amour. Roméo et Juliette appartiennent à deux clans qui se font la guerre, et justement, l'amour traverse ces clans. Othello est un Africain, et l'amour pour Desdémone traverse la différence entre l'Africain et le Blanc, etc. Et donc, moi, je suis plutôt de ce côté-là, c'est-à-dire je pense que l'amour, c'est la chance de faire avec les différences les plus, parfois les plus profondes et les plus radicales, quelque chose qui est une vision partagée du monde. Et donc, je dirais, l'amour, c'est le lieu du partage de la différence. Et ça, c'est formidable. Parce que si vous voulez qu'il y ait égalité, en dépit des différences, il faut aussi avoir une expérience du partage de la différence, pour commencer. Sinon, l'égalité restera une abstraction. Et lorsque on construit la figure de l'amour par les ressemblances, on commence déjà à dénier le caractère hasardeux des rencontres, le caractère d'acceptation des différences qu'il peut y avoir dans l'amour, et ce qui fait que, c'est pour ça que je vous félicite d'avoir dit politique et amour, parce que la définition que je donne quelquefois de l'amour, c'est que l'amour, c'est le communisme minimal. Nous y revoilà. C'est plus fort que vous, Alain Badiou. Il y a une jolie formule dans votre essai. À un moment, vous écrivez « L'amour est toujours la possibilité d'assister à la naissance du monde. » L'amour réinvente le monde, il peut même le changer, Alain Badiou? En tout cas, l'amour réorganise le monde subjectif, ça on le sait bien. Là, le monde dont je parle, c'est le monde tel qu'il est pris dans l'expérience d'un sujet. Tout sujet habite au monde, tout sujet, comme disent les philosophes, est un être au monde, et cet être au monde définit ce que le monde est pour un sujet déterminé. Et l'amour, c'est toujours une complexification qui fait que le monde va exister, non pas limité au fait qu'il est le monde de l'un, mais qui va être le monde des deux. Partiellement, par conquête, par construction, à travers des difficultés, à travers des drames, peut-être, comme en politique après tout. Il y a aussi des drames de l'amour. Entre parenthèses, on a beaucoup accusé la politique d'être meurtrière, je voudrais rappeler que l'amour est aussi meurtrier, c'est aussi de ses virtualités. Le meurtre passionnel, ça existe à une échelle qui est loin d'être négligeable. Et c'est normal, puisque de toute façon, partout vous avez une expérience en quelque sorte intense de la différence, partout des moments où cette différence tout d'un coup vous échappe, où elle est trop grande pour vous, il y a une tension subjective énorme. Donc je ne suis pas en train de nier que l'amour, tout comme la politique, comporte des risques de souffrance, des risques de faim, des risques d'échec, etc. Et on est peuplé comme tout ce qui est intéressant dans le monde. Mais le fait qu'il y ait construction à deux d'un monde, c'est quand même, oui, la naissance d'un monde. Je pense qu'il y a la naissance d'un monde de l'amour, initié par une rencontre généralement imprévisible et incalculable. C'est pour ça que je m'oppose au fait qu'on veuille calculer cette affaire. Alors, l'amour, c'est d'abord la rencontre, mais ça n'est pas que la rencontre, c'est une construction, l'amour qui dure, qui s'inscrit dans la durée, voire dans l'éternité. Et à un moment, vous confiez ceci, et j'aimerais vous citer Alain Badiou. Tout le monde sait que décider, surtout unilatéralement, à la fin d'un amour, est toujours un désastre. Cela ne m'est arrivé qu'une seule fois dans mon existence, d'abandonner un amour. C'était mon premier amour, et j'ai été progressivement si conscient que cet abandon était une faute, que je suis revenu vers cet amour inaugural tard, bien tard, la mort de l'aimé approchait, mais avec une intensité, une nécessité incomparable. Ensuite, je n'ai jamais renoncé, et je crois bien être assuré du point que celle que j'ai aimée, ce fut, et c'est réellement pour toujours. Renoncer à un amour, Alain Badiou, c'est donc commettre une faute de votre point de vue?
Eh bien oui. Eh bien voilà. Eh bien oui. Réponse détaillée. Je pense que renoncer à un amour, parce que d'une certaine façon, à un moment donné, on pense que l'accommodement entre cet amour et ce que vous estimez être les droits de votre subjectivité, est toujours le risque d'un désastre, en effet. Et après tout, c'est comme, au fond, ces gens de ma génération qui, après s'être engagés dans mai 68 et les conséquences avec une ardeur sans pareille, on finit par dire « Oh ben non, tout compte fait, c'était pas bien, voilà, et je vais prendre ma place dans le monde établi, je vais devenir quelqu'un de célèbre, de fameux, selon les canons établis. » Les gens que j'appelle les renégats, eh bien, il y a des renégats de l'amour. Il y a des renégats de l'amour, c'est-à-dire des gens qui ont abandonné l'amour parce qu'il ne leur a pas donné les satisfactions qu'ils en attendaient du point de vue de leur monde à eux. Et on est toujours tenté par cela. Toujours tenté par cela, et c'est pour ça que je pense que le véritable amour doit être mesuré, en effet, en partie à sa durée. C'est un peu un travers des poèmes, des littératures, des romans, des pièces de théâtre, de centrer l'amour sur la rencontre, d'un côté, sur le miracle de la rencontre, le miracle de la déclaration d'amour, le miracle du commencement, oui, ou alors de le centrer sur le drame de la fin. Et moi, je pense que l'essence de l'amour, dans la vie réelle, c'est le temps. C'est la durée. C'est ni le commencement ni la fin, mais la durée, c'est-à-dire ce qui est la construction effective d'un monde vécu à deux, que c'est dans cette durée, dans l'intensité de cette durée, qu'il y a, en réalité, le caractère le plus extraordinaire de l'amour. Parce que se rencontrer, dans la rencontre, il y a un élément qui est un peu indécidable, quelquefois, entre amour et désir, par exemple. Et puis dans la fin, c'est quand même le renoncement à une entreprise extraordinaire d'invention et de construction. Alors je pense que l'amour, c'est la durée. Mais que faire alors si on ne doit pas abandonner s'il y a un autre amour qui surgit, qui s'impose? Parce que parfois certaines personnes aiment plusieurs personnes en même temps, ça existe. Écoutez par exemple la cinéaste Marceline Loridon-Ivens. Elle était notre invitée au printemps dernier. Vous dites que Joris Ivens était formidable, mais pendant que vous étiez avec Joris Ivens, vous avez aimé un jeune homme pendant 11 ans. Vous écrivez « Je les aimais tous les deux ». Mais oui, mais je les aimais pas pour les mêmes raisons. Mais voilà, ça vous gêne? Ça vous dérange? Moi, personnellement, absolument pas. Vous n'avez jamais aimé deux femmes en même temps? Très souvent. Déchirées par l'une et l'autre? Très souvent. L'une ou l'autre? Ou les deux. Mais pourquoi pas les aimer toutes les deux? C'est possible d'aimer doublement? À condition de ne pas tout mélanger, hein. Voilà la question du polyamour. Vous ne la traitez pas dans cet éloge de l'amour. J'ai cherché, j'ai relu plusieurs fois, j'ai pas trouvé de réponse à ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on fait alors quand on aime deux personnes? Non, je pense qu'il faut d'abord se demander si, en effet, il faut d'abord poser la question de la possibilité. En réalité, je n'en parle pas dans le livre sur l'amour, mais je pense que la définition que je donne de l'amour, en tout cas, ne l'exclut pas. Ah. Alors je dirais plutôt ça, je dirais que ça n'est pas exclu. Ah. Ça n'est pas exclu. Je ne suis pas sûr que ce soit excellent. Mais je pense que pour autant que ça n'est pas exclu, c'est-à-dire que ça peut arriver, rien dans la définition propre de l'amour, qui est rencontre, déclaration, organisation d'une durée, invention particulière, etc., rien ne s'y oppose au niveau de la définition. En tant qu'expérience, c'est une expérience pratiquée, connue. Que vous connaissez? Non. Je ne veux pas trop parler de moi. D'accord. Je ne veux pas trop parler de moi parce que finalement, quand le philosophe qui parle de l'amour parle de lui-même,
on change de registre. On est dans le romanesque. On est dans le romanesque. Mais je veux dire, ça n'est pas exclu. Ça n'est pas exclu par la définition de l'amour, et c'est une expérience qui forcément est d'une grande complexité, d'une grande difficulté, et qui entraîne inévitablement des souffrances. Ça, c'est certain. Elle entraîne inévitablement parce que le croisement, le caractère de la frontière entre ce que j'appelle le monde d'un amour et le monde d'un autre amour, quand des personnes, quelle que soit la combinaison, quand des personnes sont intriquées dans les deux, ça crée nécessairement des difficultés et ça, c'est quand même nécessairement, ça a nécessairement des effets sur chacun des deux amours que d'être confronté à des constructions qui se bornent tout en étant intrinsèquement différentes. Mais en même temps, Alain Badiou, c'est peut-être encore davantage la possibilité de pratiquer le monde à partir de la différence. Le polyamour, non? C'est vrai, mais c'est comme si vous disiez qu'en politique, parce que d'une certaine façon ça travaille sur l'hypothèse communiste, c'est très facile et très simple d'avoir par exemple deux partis communistes différents. Hein. Vous verrez, c'est compliqué. C'est compliqué. Même quand ils sont sur des bases nationales, ça a toujours posé de graves problèmes. Donc je pense que ça ne peut pas être exclu compte tenu du devenir de l'existence et des hasards de l'existence, mais ça n'est pas non plus à prôner comme une solution excellente. Je ne serai pas le prosélyte de ce genre. On l'aura compris, Alain Badiou. On va parler un petit peu de sexe maintenant. Vous en touchez un mot dans le livre en citant Lacan et sa phrase « Il n'y a pas de rapport sexuel parce qu'apparemment le sexe serait une sorte d'illusion du rapprochement, une activité plus égoïste que ce que l'on pourrait imaginer ». Écoutez, ce que je pense, c'est que Lacan a une autre formule que j'aime citer. Lacan dit « L'amour, c'est le moment où dans la rencontre, on aborde l'être ». Alors quel être? Il dit « L'amour, c'est donc le moment où on aborde l'être de l'autre ». Alors que, pour Lacan, dans la sexualité, l'autre est dans une figure d'objet du désir. Il faut prendre le mot objet au sens strict. C'est-à-dire le corps de l'autre symbolise en réalité la figure d'un objet du désir. Il y a donc une objectivation désirante, alors que dans l'amour, il s'agit d'accepter l'être de l'autre. Pas son objectivité restreinte et immédiate, mais son être dans toutes les figures du déploiement de la subjectivité. Mais en même temps, le sexe, c'est une sorte de preuve d'abandon à l'amour. Absolument. Ça le matérialise, non? Bien entendu, l'amour inclut la sexualité comme une détermination importante parce que il est, au fond, il a toujours été signifié qu'il est le moment où la totalité de mon être corporel est offert et exposé à l'autre. De toute façon, la nudité en a toujours été le symbole. La nudité, c'est bien plus que être nu et faire de la gymnastique. Oui. La nudité, c'est une offrande. C'est une offrande réciproque d'ailleurs. Une offrande réciproque. Donc c'est tout à fait important qu'il y ait l'abandon sexuel dans l'amour et qu'il y ait le désir dans l'amour. Dans ce sens-là. Mais dans l'autre, l'amour ne peut pas y être réduit. Absolument pas. Il ne peut pas y être réduit pour la raison que je disais. C'est que d'une certaine façon, le désir est une figure essentielle de l'abandon à l'autre. Et d'un autre côté, l'amour, lui, touche plus profondément l'être de l'autre dans la figure de sa complexité subjective intégrale. Il nous reste une bonne minute pour clôturer, avant de clôturer cette seconde partie. J'ai encore une question à vous poser. Forcément, la réponse devrait être plutôt courte. Est-ce qu'en partant de tout ce qu'on a dit, à savoir ce qu'on a dit sur l'amour, sur le sexe et sur la politique, vous pouvez nous définir en quelques phrases ce que vous entendez par la vraie vie? Qu'est-ce que c'est la vraie vie pour vous, Alain Badiou? Je pense que la vraie vie, c'est quand on découvre qu'on est capable de quelque chose dont on ne se savait pas capable. Je pense que les moments exceptionnels qui constituent la vie dans l'élément de vérité sont les moments où justement on découvre que nous ne sommes pas limités à nos intérêts et à nos capacités, mais
qu'il s'agisse de la rencontre amoureuse, qu'il s'agisse de l'événement historique en politique, qu'il s'agisse de la découverte de situations d'altérité qu'on ne connaissait pas, il y a ces moments extraordinaires, souvent d'ailleurs, où on s'aperçoit qu'on est en train de faire, on est en train de penser quelque chose dont on ne se savait pas capable. Et ça, je pense premièrement que c'est la vraie définition du bonheur, que je distinguerais de la satisfaction. Dans ce cas-là, il y a bonheur, il n'y a pas remplissement de nos intérêts, et aussi, il y a une intensité de la vie qui est le signe de sa vérité. Merci beaucoup Alain Badiou d'avoir été des nôtres ce matin en direct pour cette conversation très intéressante. Merci à vous. Passez une belle journée dans quelques instants sur la première.